Édition spéciale consacrée à ce nouveau test diplomatique pour Emmanuel Macron. Cette rencontre en grande pompe avec le chef du Kremlin, le très charismatique Vladimir Poutine. Visite à Versailles avec comme prétexte l'inauguration d'une exposition consacrée à Pierre le Grand, monarque cher à Vladimir Poutine. On va y revenir en détail avec notre invité, Antoine Arjakovski. Bonsoir. Vous êtes historien, auteur de Occident-Russie, comment sortir du conflit. D'abord, revenons sur cette journée avec Amandine Atalaya. Sous les ors du château de Versailles, l'ancienne demeure du roi Soleil, avec les honneurs militaires, Emmanuel Macron a décidé sur la forme de flatter Vladimir Poutine. La poignée de main est chaleureuse, aussitôt décryptée sur les télévisions russes, qui la trouvent beaucoup plus cordiale et courtoise que celle échangée avec Donald Trump. Emmanuel Macron souhaite relancer le dialogue avec la Russie. C'est un tournant diplomatique après des années d'extrême tension. Face aux caméras, aucun échange ni commentaire. Mais en privé, l'entretien puis le déjeuner de travail vont durer 2h30. À l'issue, pour le symbole, 120 mètres côte à côte dans cette somptueuse galerie des batailles, avant d'entamer une conférence de presse. Sur la Syrie d'abord, Emmanuel Macron pose une ligne rouge, très claire. Toute utilisation d'armes chimiques fera l'objet de représailles et d'une riposte immédiate, en tout cas de la part des Français. Leurs échanges, poursuit-il, ont été extrêmement francs et directs, y compris sur la question des droits de l'homme, les ONG et la répression des homosexuels en Tchétchénie. Sur ces sujets, j'ai donc très précisément indiqué au président Poutine les attentes de la France et nous sommes convenus d'avoir un suivi extrêmement régulier ensemble. Je serai pour ma part, en tout cas, constamment vigilant sur ces points qui correspondent à nos valeurs. Vladimir Poutine, lui, voudrait sortir son pays de l'isolement dans lequel il est plongé depuis l'annexion de la Crimée. Il se montre cordial. Nous avons beaucoup de points communs, de vues partagées. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de les intensifier. On retiendra, cela dit, cette attaque. Emmanuel Macron s'en prend nommément à 2 médias russes pro-Kremlin qui l'ont dénigré pendant la campagne. J'ai eu une relation exemplaire avec les journalistes étrangers, encore faut-il qu'ils soient journalistes. Donc on va se dire les choses en vérité, mais Russia Today et Sputnik ne se sont pas comportés comme des organes de presse et des journalistes, mais ils se sont comportés comme des organes d'influence, de propagande et de propagande mensongère, ni plus ni moins. Sur l'Ukraine, les deux dirigeants se sont entendus sur la tenue d'un sommet pour une désescalade, Vladimir Poutine demandant la levée des sanctions à l'encontre de la Russie. Un début de dialogue donc, c'est ce que soulignent ce soir les médias russes. Avec Hollande, c'était pas possible, c'était vraiment pas possible. Et d'un coup, peut-être c'est une nouvelle ère qui commence, Dieu sait. En attendant, cette journée à deux s'est achevée par une visite de l'exposition sur le tsar, Pierre le Grand. La dernière fois qu'un président russe a été reçu dans ce château, c'était il y a 25 ans. Boris Eltsine, accueilli par François Mitterrand. Un choix historique donc aujourd'hui qui nourrit aussi la posture résolument régalienne d'Emmanuel Macron. Et on va revenir en détail sur toute cette journée. Je parlais de nouveaux tests diplomatiques. Amandine Atalaya, dans son reportage, parle même d'un tournant diplomatique. Antoine Arjakovski, votre avis général d'abord sur cette visite avant de rentrer dans le détail? Moi, je ne parlerai pas d'un tournant diplomatique au sens où, déjà, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de la Défense à l'époque de François Hollande, il y a une certaine continuité de la diplomatie française, déjà par les hommes et aussi par le message. Le message a été extrêmement ferme. On l'a vu dans ce reportage, tant sur la question des droits de l'homme que sur la question des sanctions. Que sur la question du Donbass, de la Crimée, de la Syrie, etc. Donc je dirais même que Emmanuel Macron a imposé son style de fermeté encore plus clair, encore plus ferme. En même temps, c'est l'expression du jour, parce qu'il est parfaitement droit et ferme, il peut se permettre de tendre la main et de proposer, de discuter à nouveau et d'essayer de trouver des solutions. C'est ça qui se dégage et je trouve que c'est une victoire pour la diplomatie française et ça donne un vrai espoir de relancer les choses sur des bases beaucoup plus claires que par le passé. Voilà, donc on comprend que votre avis est très positif. On va écouter l'avis d'autres spécialistes. Il est aussi positif et je vous ferai réagir juste après. Emmanuel Macron a fait un sans faute, certainement avec Poutine, compte tenu de la difficulté de l'homme et de la difficulté des rapports au départ. Poutine aime bien qu'on lui réponde.
ce n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on peut croire, quelqu'un qui se formaliserait. Il a trouvé qu'il avait en face de lui un jeune homme assez courageux. On va voir ce qu'il vaut ensuite à la longue, mais le fait qu'il lui réponde vertement ne l'a pas gêné. Il parle franchement, le nouveau président Macron, en général, il dit les choses assez franchement, assez directement. Alors bon, c'est un climat nouveau. Ça ne suffit pas de parler la même langue, de s'entendre, de se recevoir à Versailles. En même temps, compte tenu de la psychologie de Poutine, c'est un élément important. Voilà, tous semblent d'accord pour dire que Vladimir Poutine aime qu'on lui réponde, il aime les échanges musclés, il aime les hommes courageux, vous êtes d'accord ? Oui, disons qu'il voulait venir, parce que cette exposition, c'était un prétexte. L'ambassadeur de Russie a proposé assez rapidement, après l'échange téléphonique, après l'élection, que le président Poutine puisse venir. Il voulait faire une sorte de table rase du passé pour relancer les choses et regarder droit dans les yeux le président et lui dire « Allez, on recommence à nouveau, on va parler de l'amitié franco-russe ». Mais pourquoi le voulait-il? Par intérêt? Quel est l'intérêt de Vladimir Poutine à bien s'entendre avec un Emmanuel Macron, avec la France en général? Mais pour lui, c'est vital parce que les sanctions pèsent véritablement et la Russie est isolée. On lui a posé la question, il a dit que les sanctions, c'est pas ça qui règle le problème. En réalité, les sanctions pèsent véritablement sur l'économie russe et sur la diplomatie russe et sur l'image de la Russie dans le monde. Donc il a besoin de trouver des alliés et il a voulu profiter, parce que c'est un judoka, il veut agir rapidement, de l'enthousiasme forcément du nouveau président qui veut croire qu'il a une nouvelle puissance et qu'il peut relancer les choses mieux que ses prédécesseurs. Mais là où c'est effectivement assez impressionnant, c'est que Emmanuel Macron a saisi cette occasion pour à la fois s'inscrire dans ce désir d'amitié, de chaleur, etc., mais tout en disant les choses assez vertement. Et ce qu'il a dit sur Sputnik News et Russia Today, c'est extrêmement violent. Et déjà, je vois les médias russes sur les réseaux sociaux qui relaient ce qu'a dit le président Macron en disant que ce sont des organes de propagande. Et le président Poutine serrer la mâchoire et ne rien répondre à cela, c'est vraiment une claque diplomatique. Donc, je pense qu'il va avoir des conséquences, parce que Russia Today veut émettre en langue française, au même titre qu'il y a Russia Today en langue anglaise, elle veut s'inscrire dans le paysage audiovisuel français. Est-ce que le CSA va pouvoir donner une licence à Russia Today en langue française après les paroles du président sur le fait que ce sont des officines de propagande? Donc ça va avoir, je pense, des conséquences importantes. Donc voilà, à la fois grande fermeté et en même temps cette idée extrêmement, je crois, importante d'un forum citoyen franco-russe. On l'appelle déjà le dialogue du Trianon, qui va permettre à la société civile française et russe d'échanger, de dialoguer, parce qu'on va le voir sur les questions du Donbass, de la Syrie, les diplomates sont un petit peu coincés, les choses n'avancent pas vraiment, mais là où il y aurait une possibilité, je crois, de débloquer les choses, je crois que c'est vraiment l'information principale pour moi de la journée, c'est de travailler sur le long terme avec les sociétés, avec les chefs d'entreprise, avec les jeunes, avec les artistes. Et un nouvel élan, un second souffle. Un second souffle, mais qui implique que nos sociétés s'engagent et que l'État, non pas impose ses propres diplomates, parce qu'on voit bien qu'à un niveau officiel, ça ne peut pas avancer plus loin, mais si la société civile, et en particulier les historiens, on a beaucoup parlé d'histoire aujourd'hui, en parlant de l'amitié franco-russe, de la visite de Pierre le Grand, etc. En réalité, c'est une histoire blessée. La guerre froide a laissé des traces. Et il s'agit de sortir du communisme. Le travail n'a pas été fait en Russie. On a dit le communisme c'est terminé. En réalité, Lénine est toujours sur la place rouge. Il n'y a pas eu un travail qui a été fait de critique du communisme en Russie. Les Ukrainiens essaient de le faire, et c'est toute la différence entre l'Ukraine et la Russie. C'est que l'Ukraine cherche à décommuniser et la Russie, elle, ne le fait pas vraiment. Donc, un travail d'historien soutenu par l'État, des deux côtés, je crois que c'est extrêmement important. Et ça peut aller très vite, parce que ça peut rétablir la confiance. Et vous parliez des réactions en Russie. Nous sommes justement en ligne avec Jean-Didier Revoin, notre correspondant à Moscou. Bonsoir Jean-Didier. Justement, comment cette visite a-t-elle été perçue sur place ?
Mais écoutez, les médias russes sont assez positifs. Ils soulignent les points de convergence affichés par Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. On parle de la volonté commune de lutter contre le terrorisme, la volonté de trouver une solution politique en Syrie sans détruire l'État, ce qui est nouveau, et puis aussi de relancer les discussions au format Normandie avec Kiev et Berlin pour relancer les accords de Minsk et avancer dans la résolution de la crise syrienne. La plupart des médias russes se félicitent également du fait qu'Emmanuel Macron a reconnu que la Russie était un partenaire incontournable dans la résolution de problèmes internationaux. Et puis un autre signal positif à leurs yeux, c'est le fait que cette rencontre a duré près de 3 heures, soit bien plus longtemps que prévu, et ce qui semble montrer que cette première rencontre a permis de lever certains points de blocage. Et puis enfin, les médias se font le relais des propos de Dmitri Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, qui a souligné, déclaré que le Kremlin ne partageait pas l'opinion du président français en ce qui concerne Russia Today et Sputnik, qu'Emmanuel Macron a qualifié d'organes d'influence et de propagande. Et on l'évoquait à l'instant sur ce plateau. Merci beaucoup Jean-Didier pour ces toutes dernières réactions. On a aussi beaucoup parlé du choix du lieu, Versailles. Mais Pierre Servan, qu'on entendait tout à l'heure, nous disait attention, tout ça ne suffira pas, ce ton ferme, ce bon comportement, ce faste. Qu'est-ce qui pourrait à nouveau rompre le dialogue avec Vladimir Poutine? Quel est l'écueil à éviter pour Emmanuel Macron face à un Vladimir Poutine? Rompre non pas le dialogue, mais au contraire relancer le dialogue. Ouais. Il faut à la fois un langage de fermeté en maintenant les sanctions et avoir une attitude vraiment résolument européenne. C'est là, je crois, la force d'Emmanuel Macron par rapport aux autres candidats à la présidentielle, c'est que Macron s'est présenté comme un président pro-européen. Si Vladimir Poutine sent qu'il ne peut pas déstabiliser l'Union européenne, or, à plusieurs reprises, il a dit que l'Union européenne, pour lui, était un projet, concurrent, mais voire décadent. Et c'est la raison pour laquelle il propose son union eurasiatique basée sur une autre vision du droit et sur une autre vision des droits de l'homme. Donc, s'il voit que l'Union européenne, loin de s'effondrer, comme son entourage le lui dit et comme il souhaite le prévoir, mais au contraire, l'Union européenne défend fermement ses valeurs, et il a été question de valeurs assez fort aujourd'hui, eh bien, ça, effectivement, ça peut l'enjoindre à faire marche arrière et à essayer de négocier pour rejoindre la communauté internationale. Donc, un langage de fermeté, un langage aussi qui montre que le soutien à l'Ukraine, eh bien, permet à l'Ukraine de s'en sortir sur le plan économique, sur le plan des réformes, et donc, pourquoi pas un jour la Russie, qui pourrait, au même titre que là, c'est officiel, maintenant l'Ukraine dispose de visa Schengen grâce au traité d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. Les Russes en rêvent de pouvoir circuler librement en Europe. Si l'Ukraine réussit dans cette voie de lutte contre la corruption, d'instauration de l'état de droit, de sortie du communisme, de travail économique aussi grâce à ce traité de libre-échange, tout ça à long terme, en plus de ce forum citoyen, peut vraiment proposer une alternative. Alors vous l'avez un peu dit, ce qui est frappant, c'est qu'Emmanuel Macron n'a effectivement éludé aucun sujet, pas même les sujets les plus sensibles. On vous a sélectionné plusieurs passages de la conférence de presse commune. Écoutez, le chef de l'État parlait de la Syrie et de l'utilisation des armes chimiques. Une ligne rouge très claire existait de notre côté, l'utilisation d'armes chimiques par qui que ce soit. Et donc toute utilisation d'armes chimiques fera l'objet de représailles et d'une riposte immédiate, en tout cas de la part des Français. Par qui que ce soit, dit-il, c'est plus que ferme, c'est un avertissement. C'est un avertissement et c'est un risque aussi que prend Emmanuel Macron, parce qu'on se souvient de ce qu'a dit Barack Obama, que c'était une ligne rouge. Oui. Elle a été franchie et Barack Obama n'a pas réagi. Donc, c'est un risque qu'il prend et en même temps, c'est une marque de fermeté qui montre que la France est indépendante. Certains disent insoumise, parce qu'on est aussi en période de campagne législative. Il y a clairement ça aussi. Emmanuel Macron a voulu montrer qu'à la fois il dialoguait avec le président russe, mais qu'il était prêt à être complètement indépendant pour défendre les valeurs de la France et de l'Union européenne. Autre sujet très sensible abordé par Emmanuel Macron, c'est la question de la répression subie par les homosexuels en Tchétchénie. Nous avons évoqué le cas des personnes LGBT en Tchétchénie, mais également le cas des ONG
en Russie. Sur ces sujets, j'ai donc très précisément indiqué au président Poutine les attentes de la France et nous sommes convenus d'avoir un suivi extrêmement régulier ensemble. Le président Poutine m'a d'ailleurs indiqué avoir pris plusieurs initiatives sur le sujet des personnes LGBT en Tchétchénie, avec des mesures visant à faire la vérité complète sur les activités des autorités locales et régler les sujets les plus sensibles. Je serai pour ma part, en tout cas, constamment vigilant sur ces points qui correspondent à nos valeurs. Alors là, on sent le chef de l'État qui baisse le regard, on sent que le sujet est extrêmement sensible, mais j'ai envie de dire, ça va presque encore plus loin. Il affirme presque qu'il a obtenu des garanties de la part de Vladimir Poutine, presque une enquête sur ce qui se passe là-bas. C'est comme ça que vous comprenez cet extrait, vous aussi? Moi, je crois que c'est une marque de courtoisie diplomatique, parce que lorsqu'il dit qu'il a obtenu du président Poutine qu'il ferait toute la vérité, chacun sait, en France comme en Russie, que le 1er avril, le journal Novaya Gazeta, qui est l'ancien journal de Anna Politkovskaya, dont on sait qu'elle avait été assassinée, a publié un reportage extrêmement documenté sur la réalité de ces camps de concentration pour homosexuels, pas très loin de Grozny, avec des témoignages, des photos, etc. Et surtout, l'association internationale Human Rights Watch a confirmé la réalité de ces camps. Chacun sait quoi alors? Vous disiez chacun sait que quoi? Que ce ne sera pas fait, qu'il n'y aura aucune enquête de la part de Vladimir Poutine, que rien ne sera fait pour eux? En tout cas, ça met la pression sur Vladimir Poutine de façon courtoise, en lui disant voilà, il faut qu'il aille plus loin dans ses recherches. Et ça, c'est le point sur la question des camps de concentration en Tchétchénie. Mais il a cité aussi les ONG à l'intérieur de la Russie, de la Fédération de Russie. Et je pense en particulier à l'association Mémorial. C'est dramatique ce qui se passe. Imaginez que cette association, qui a été créée par Sakharov au début des années 90 et qui a comme objectif de lister toutes les personnes qui sont victimes du communisme, du goulag, cette association, maintenant, elle est considérée comme agent de l'étranger. Ça veut dire que dès qu'elle fait une exposition pour parler du goulag, elle est obligée de marquer qu'elle est agent de l'étranger, ce qui est vraiment complètement discriminant pour cette association. Elle a des procès, elle est poursuivie par la justice, il y a des enquêtes qui sont faites régulièrement sur elle, on visite ses locaux. Donc le fait qu'aujourd'hui, en face de Vladimir Poutine, on parle de ces ONG pour dire que, eh bien, il n'y a pas de liberté de conscience à proprement parler et ces associations ne peuvent pas les dénoncer, c'est une marque de fermeté. On a l'impression de revenir à l'époque de la guerre froide, quoi. Alors, sur la question du terrorisme, c'était plus logique. Il y a consensus. C'est évidemment la priorité pour les deux pays. Sur la Syrie, j'ai rappelé quelles étaient nos priorités. Et je crois que nous pouvons, sur cette voie, travailler ensemble. En tout cas, c'est mon souhait dans les prochaines semaines. Notre priorité absolue, c'est la lutte contre le terrorisme et l'éradication des groupements terroristes, et en particulier de Daesh. C'est le fil directeur de notre action en Syrie, et ce sur quoi je veux qu'au-delà du travail que nous conduisons dans le cadre de la coalition, nous puissions renforcer notre partenariat avec la Russie. Et on va maintenant revenir sur la fin de journée de Vladimir Poutine. Il a souhaité se rendre dans un centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris, un lieu qu'il devait inaugurer il y a plusieurs mois déjà, mais il avait annulé sa venue en pleine crise diplomatique, justement au sujet de la Syrie. Vladimir Poutine est reparti comme il est arrivé, dans un cortège imposant composé d'une vingtaine de véhicules. Il est venu ici d'abord pour saluer les autorités religieuses orthodoxes qui sont réputées pour être très proches du Kremlin. Dans un second temps, il a également profité pour saluer les quelques membres de la diaspora qui ont été triés sur le volet et invités par l'ambassade russe. Car cette zone, toute l'après-midi, était complètement bouclée par les autorités. Impossible d'accéder à l'édifice qui se trouve à quelques centaines de mètres de la Tour Eiffel et qui est reconnaissable à ses dômes dorés. Mais cette visite, Vladimir Poutine aurait dû la faire il y a déjà plusieurs mois, car c'est lui qui est à l'origine de ce projet. Il était invité à l'inauguration, mais au dernier moment, il avait décidé d'annuler sa visite. La raison, elle était diplomatique. François Hollande avait alors condamné les frappes russes en Syrie en les qualifiant de crimes de guerre.
Antoine Arjakovski, un mot sur cette visite qu'il a finalement faite? C'est une visite importante pour Vladimir Poutine parce que c'est surtout à usage intérieur. Il veut montrer aux télévisions russes, aux citoyens russes, que l'Église orthodoxe de l'émigration russe en France relève du patriarcat de Moscou. Ce qui n'est pas vrai en réalité. La plupart des paroisses de l'émigration russe, elles dépendent du patriarcat de Constantinople. Mais avec cette cathédrale imposante qu'est Branly, avec une visite d'État, il veut montrer aux citoyens qu'il y a une réconciliation qui s'est faite entre l'émigration russe et la Russie. Merci beaucoup, Antoine Arjakovski. Je rappelle que vous êtes historien, auteur de Occident-Russie, comment sortir du conflit. Ça a peut-être déjà commencé. Merci en tout cas pour votre analyse. Restez avec nous, l'information continue sur LCI.